Bonjour, aujourd'hui notre vidéo, l'habitat. Alors l'habitat, c'est pas le logement. C'est pas juste un logement, une maison, une baraque. L'habitat est à voir au sens large. L'habitat est le mode d'organisation et de peuplement de l'homme. On a à la fois le logement, là où on loge, et à la fois toutes les annexes, les petites ruelles de desserte, les places devant la maison, ou encore les jardins. Toutes ces choses-là forment l'habitat. Donc dans certains quartiers de ville, on est dans des situations où le logement est faiblement représenté, est largement minoritaire par rapport à l'ensemble du dispositif d'habitat. Mais une chose est sûre, c'est que globalement, lorsque l'on parle d'habitat dans les villes africaines, on parle généralement de logement. La notion se confond, mais je dirais pour une définition classique de base de l'habitat, il faut prendre ça dans un sens beaucoup plus large. Donc il est possible de classifier l'habitat en habitat individuel, habitat résidentiel, donc il y a tout un mode de classification. Mais généralement, ce qui importe le plus, ce sur quoi on se base pour faire une typologie de l'habitat, c'est sur le mode de production. Alors par mode de production, on n'entend pas seulement le type de construction, seulement le montage économique, mais l'ensemble des interventions. Donc on peut se situer sur des niveaux à la fois économiques, sociaux ou techniques. Mais on définit ça comme le mode de production de l'habitat. Donc le mode de production, c'est toutes les interventions qui, d'une manière ou d'une autre, modifient ou créent un habitat. C'est à la fois une définition très restrictive, mais elle est également très vaste, puisque on se situe à des niveaux extrêmement différents au niveau des interventions. Toutes ces interventions, en plus, peuvent évoluer dans le temps. Donc l'acteur qui, au jour 1, commence un projet d'habitat, n'est pas forcément le même qui sera l'utilisateur final. Donc dans ces modes de production, on a deux grands types, l'habitat planifié, l'habitat qu'on appelait jadis l'habitat administré, et puis l'habitat de type populaire. L'habitat planifié, ce sont les grands ensembles, les grandes régies où l'État fait un certain nombre de logements, de projets de logement, d'aménagement sur de vastes terrains. L'habitat dit administré, c'est qu'on laisse la responsabilité au privé de construire le logement, mais dans des cadres relativement stricts que l'État fournit. Et puis, l'habitat dit populaire, c'est où il n'y a pas de règles, où on laisse finalement l'informel prendre le dessus et les gens faire plus ou moins comme ils veulent. Je dis plus ou moins, puisque si la règle n'est pas strictement administrée par l'État, dans l'habitat populaire, il y a des règles communément admises, qui sont des règles communautaires, que ce soit au niveau de la construction, au niveau de l'implantation, ou des règles de vie avec ses voisins. Donc c'est pas sans règles, c'est simplement qu'elles sont communautaires, versus règles administrées qui sont du domaine de l'État ou des collectivités publiques. Donc les différents intervenants dans les modes de production de l'habitat, ils sont nombreux. La liste n'est pas forcément exhaustive, mais on peut parler des collectivités, forcément, l'État, les collectivités locales, même des sociétés privées. On peut avoir un promoteur, qu'il soit public ou privé. On peut avoir des financiers, les techniciens, les architectes ou les bureaux d'études, les constructeurs, forcément l'entreprise ou le tâcheron, les habitants, les gestionnaires. Ce sont les quelques intervenants qui sont là dans les modes de production. Forcément, il y en a un qui est plus important que les autres, c'est l'habitant, puisque c'est le destinataire final, c'est l'objet même, c'est ce pourquoi on crée de l'habitat, c'est pour lui. Alors avant de passer aux chaînes de production, sur les intervenants, deux choses. Moins ils sont nombreux, plus ça facilite le processus.
Ça paraît évident. Et sur l'habitat, la question du financement demeure en principe centrale. Il faut d'un côté une source d'argent, il faut que le bénéficiaire ait les possibilités financières d'obtenir son logement. Soit sous forme de prêt, soit directement en cash. Toutes les possibilités existent, mais il faut qu'il ait une autonomie financière suffisante pour acquérir un logement. Alors, lorsque l'on parle de mode de production, il faut parler également de chaîne de production de l'habitat. C'est une chaîne qui comporte 4 maillons principaux. Le premier, c'est la politique publique en matière de l'habitat. Donc on a les politiques nationales comme premier maillon. Ensuite, on descend sur la planification locale, deuxième maillon. Troisième maillon, l'aménagement. Et quatrième maillon, la promotion immobilière. Donc on voit que l'on passe de l'échelle nationale à l'échelle strictement locale jusqu'à la parcelle, jusqu'à la promotion immobilière. Alors reprenons ces 4 maillons. Premier maillon, le niveau du pays, de l'État, les politiques publiques. Quels sont les problèmes? Le principal, c'est la question foncière. Cette question foncière, elle est double. Il y a un double problème. D'un côté, les attributions de terrain ne correspondent pas du tout à la demande. Donc on distribue beaucoup plus de parcelles que ce dont on a besoin. Ça, c'est le premier problème. Le second problème, c'est qu'il est extrêmement difficile, et cela dans l'ensemble des pays, d'obtenir un titre foncier. On peut avoir des titres d'occupation, mais le titre foncier définitif, qu'on a déposé chez le notaire, enregistré, payé, est extrêmement difficile à obtenir. Voilà. Donc ça, c'est 2 problèmes inhérents au foncier. Mais on a également un autre problème qui est le système bancaire déficient. En effet, si vous n'avez pas de système bancaire qui vous permet d'emprunter de l'argent, il est extrêmement difficile pour une partie de la population de faire son logement. Et pour ça, les gens préfèrent faire de la spéculation foncière que immobilière. Et les crédits à disposition sur le marché bancaire dans les villes africaines est très onéreux. Donc les taux hypothécaires sont très élevés, ce qui ne favorise pas du tout la consommation de crédits hypothécaires. Là-dessus, sans doute, un aspect culturel aussi, du manque de confiance et d'habitude dans le système bancaire. Donc on préférera utiliser d'autres systèmes qui sont des systèmes traditionnels pour financer son logement plutôt que de recourir à une banque. Donc, on a vu les 2 principaux problèmes fonciers, système bancaire, ce qui veut dire qu'un certain nombre de solutions sont à trouver dans une refonte du système foncier, un arrêt sans doute de la spéculation à ce niveau-là. Forcément, c'est un vœu pieux. La mise en place de ce dispositif est extrêmement difficile. On est d'accord. Mais à un moment donné, on sera obligé de repenser tout le système foncier, puisqu'il sera plus possible pendant les décennies à venir de mettre sur le marché des parcelles, etc. C'est impossible. Donc, on doit redéfinir ça et on doit devenir raisonnable et revoir tous les processus qui permettent l'acquisition d'un titre foncier. Parallèlement, il faut que l'État s'investisse clairement dans le financement de l'habitat, et notamment l'habitat pour les plus pauvres. Parallèlement, enfin, il faut que le système bancaire se développe, que les taux hypothécaires baissent et que l'État se porte garant de ce système. Descendons, nous étions au niveau de l'État, venons au niveau de la ville. 3 principaux problèmes. Le premier, c'est l'absence totale de maîtrise du développement urbain. Donc on n'arrive pas à cadrer ce développement, malgré des documents existants. C'est le propos même de notre cours, de voir comment est-ce qu'on pourrait faire des documents qui permettraient justement de cadrer ce développement urbain. Deuxième problème, on a une sous-estimation chronique du nombre de logements qu'il faudrait mettre sur le marché. On a toujours sous-estimé le nombre
sous-estimer le besoin. Troisièmement, on a des collectivités publiques qui sont peu impliquées dans l'habitat. Il y a eu une grande période où les bailleurs de fonds internationaux, bilatéraux ou multilatéraux, finançaient des programmes d'habitat. On est revenu de ceci et maintenant on ne finance qu'à de rares exceptions des grands programmes d'habitat. Les collectivités n'ont pas les moyens de financer elles-mêmes et du coup, il n'y a plus de financement possible pour l'habitat. Or, c'est sans doute un des axes principaux pour le développement urbain. Voilà, donc les problèmes, à nouveau, les solutions, c'est de contrecarrer ces quelques problèmes, c'est-à-dire de mettre en place des dispositifs qui permettent de créer des documents d'urbanisme et d'utiliser ces documents d'urbanisme. Ces documents doivent être faits avec, pour et par les collectivités. Forcément, le bénéficiaire final doit pouvoir donner son avis sur le document d'urbanisme. Et puis, il faut que ce document d'urbanisme se renforce clairement au niveau du droit et qu'il soit, pourquoi pas, opposable au tiers. Pour l'instant, on l'a vu, on a les plans de zone ou les plans d'affectation, les plans d'occupation des sols qui, eux, sont opposables au tiers. Donc le privé doit s'y soumettre. Or, les plans directeurs, master plans, les SDO, eux, n'ont pas force de loi pour les privés, mais seulement pour les administrations publiques. Voilà. Donc ça, c'est notre deuxième niveau. C'est le niveau ville. Maintenant, nous allons descendre au niveau de l'aménagement. Le niveau de l'aménagement, c'est le niveau du lotissement. Là encore, créer du lotissement qui n'est en fait que de la parcelle créée dans le but de faire de la spéculation. Il n'y a pas de qualité urbaine là derrière, il n'y a pas de calendrier de production de ces lotissements. On fait au coup par coup, sans une vue d'ensemble, au gré non pas des besoins ou de la demande en parcelle pour des bénéficiaires finaux, mais au contraire, au gré des administrations qui, ça et là, veulent créer des lotissements pour de très bonnes ou de très mauvaises raisons. Nous n'entrerons pas là-dedans. Mais une chose est sûre, c'est qu'on est obligé, pour contrecarrer aujourd'hui ce problème, de prévoir des lotissements de qualité, de faire en sorte que ces lotissements de qualité se fassent aux endroits où l'on a défini les futures extensions urbaines. Donc on a un schéma global qui serait le plan directeur, qui définit des zones prioritaires de développement urbain, et ces lotissements doivent s'installer exactement et strictement dans les zones définies par le document général. Ça semble relativement simple lorsque c'est dit comme ça, mais les exemples où ça a fonctionné se comptent sur peut-être les doigts d'une seule main, si je suis extrêmement positif. Enfin, il y a le niveau, le dernier maillon, le niveau de la parcelle, qui est celui de la promotion immobilière. Alors on peut être son propre promoteur ou avoir une société qui fait la promotion immobilière, mais on se situe bien au niveau de la parcelle. À ce niveau-là, il y a deux problèmes principaux. Le problème est la relation avec les entreprises. On est plus, en principe, dans la plupart de nos villes, on n'est pas sur des entreprises, mais avec des tâcherons qui font quelques tâches de maçonnerie, ou des entreprises formées, une équipe, mais totalement informelle, qui n'ont pas la connaissance ou la compétence minimale requise sur les questions techniques du bâtiment, qui sont sans doute pleines de bonne volonté, mais n'ont pas la technique du bâtiment, ce qui fait que la qualité de la construction est souvent aléatoire. Et puis, l'autre grand problème, lorsque l'on fait de la promotion immobilière, c'est la fluctuation des prix, des coûts des matériaux. La tonne de ciment peut faire très rapidement doubler le prix du parpaing. Si vous partez sur un prix et que quelques mois plus tard, vous avez le double prix, ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes de financement, bien entendu. Donc ces fluctuations des prix des matériaux, qu'on n'arrive absolument jamais à stabiliser au niveau de l'État, posent des problèmes jusque dans les quartiers pour la construction. Donc dès que le prix augmente, dès que la tonne de ciment augmente, on voit l'arrêt brusque dans les quartiers de la plupart des constructions. En fait, lorsque l'on parle de logement, c'est souvent de logement social dont on parle.
Pourquoi? Parce que ce qui est du logement pour les gens relativement aisés ou les classes moyennes ne pose pas ou très peu de problèmes par rapport au nombre de pauvres qu'il faut loger. Et pour loger les plus pauvres, il faut une intervention de l'État ou d'un bailleur de fonds, mais sans intervention extérieure, la seule promotion immobilière par les populations les plus pauvres pour les populations les plus pauvres est extrêmement difficile. Elle amène à des formes de bidonville. Si maintenant on veut une qualité de construction un peu plus grande, il faut recourir à des programmes et à une aide de l'État obligatoire. Le schéma, il est extrêmement facile. On a finalement des normes. Voilà. Ça, ce sont les normes, les standards de construction. La norme pour un habitat décent, par exemple. Et puis, ici, donc ça, c'est en dollars ou en euros, si vous voulez. C'est le coût de la norme standard. Et puis, ça, c'est les revenus des populations. Et on voit qu'entre cette norme, ce standard et le revenu, on a un gap, on a un différentiel. Et ce différentiel doit être pris en compte par les pouvoirs publics. Donc ce différentiel, c'est de l'aide aux ménages les plus modestes. Il y a deux possibilités pour combler ce différentiel. Il y a la possibilité d'aider l'offre ou aider la demande. Aider l'offre, ça signifie on va donner à un prix modeste les terrains, on va viabiliser les terrains, on ne fera pas payer, on va faire des constructions à des prix modérés. Donc ça, c'est ce qu'on va mettre sur le marché. Donc on peut faire les aides aux matériaux ou au terrain. L'aide à la demande, c'est sur le système d'emprunt et d'épargne. Et puis on aide cette question de l'emprunt, par exemple avec un taux zéro, ou des taux réduits, ou des durées particulières, ou alors on met sur pied un système d'épargne. On peut imaginer que l'apport de base est moins élevé que normal, mais on a ces deux possibilités, j'aide l'offre, j'aide la demande. Donc dans les programmes d'habitat, il faut voir où l'on se situe, si l'on se situe sur l'offre, sur la demande, ou si l'on essaie de manière intégrée d'articuler ces deux aides à la fois sur l'offre et à la fois sur la demande. Bien sûr, en articulant les deux, on obtient des résultats qui seront sans doute beaucoup meilleurs et beaucoup plus rapides qu'en aidant juste l'offre ou la demande. Voilà très rapidement brossé la question de l'habitat, les 4 maillons de la chaîne de production de l'habitat, de l'État jusqu'à la parcelle. Et puis, quelques considérations sur l'aide aux plus pauvres, puisque c'est sans doute le nerf de la guerre lorsque l'on parle d'habitat. C'est bien sûr l'habitat pour les populations à revenus modestes qu'il faut réussir à intégrer à la ville.